Pour moi, il n'y a pas trop de problème entre les usagers de la route, donc j'en vois pas en tout cas. Le GRAC présente. C'est parfois assez compliqué. Parfois c'est compliqué. Parfois d'autres automobilistes qui roulent comme des fous sur les rivières. Et ça c'est dangereux. Je m'énerve rarement. Même à pied, je m'énerve. La guerre des modes. Et ceux qui sont à trottinette. Chacun fait ce qu'il peut. C'est l'anarchie, le plus fort. Ah, je crie. Un podcast pour décoder l'agressivité entre usagers et mieux cohabiter sur la route. C'est très compliqué. Très compliqué. Les tuer tous. Ok. Épisode 3. Hors la loi. C'est un peu la loi du plus fort en fait. Parce que vous arrivez quelque part et c'est ok. Moi j'ai la priorité, oui mais moi je vais plus vite, moi j'ai une grosse voiture, oui mais moi. Et donc il y a vraiment une idée de combat un peu plus, je pense. C'est les accélérations violentes, c'est frôler de beaucoup trop près les vélos. Ce sont les gens qui, de manière générale, ne respectent pas le code de la route, voire qui ne comprennent pas bien le code de la route. Bien sûr qu'on s'énerve. Parce qu'il y a des gens qui, je sais pas, des fois où ils ont appris à conduire ou ce qu'ils ont eu leur permis de conduire, mais voilà, il y a des choses qui me semblent aberrantes et qui me semblent pas normales. Et des fois, c'est à vous de passer et on vous laisse pas parce qu'ils veulent prendre la priorité. Puis moi, je suis très têtue en fait. Si moi je te laisse passer, tu passes. Si je te laisse pas passer, c'est que j'ai pas envie. Faut pas forcer. Voilà, c'est ça en fait. Visiblement, le respect des règles est une composante essentielle du vivre ensemble sur la route. Est-ce qu'il suffirait simplement de respecter le code pour que tout se passe bien ? C'est vrai que le non-respect du code agace, irrite, énerve même. C'est d'ailleurs l'objet d'un sondage publié chaque année qui répertorie les comportements les plus irritants sur la route, en fonction des différentes catégories d'usagers. Pour nous en parler, nous rencontrons Benoît Godard, porte-parole de l'Institut VIAS, ex-institut belge pour la sécurité routière. Alors l'objectif, il est double. Un, c'est de montrer que parfois, de petits comportements dont on n'a pas toujours l'impression qu'ils sont gênants, oui, peuvent être gênants et irriter les autres conducteurs. Et deuxième chose, c'est surtout insister sur le fait que dans 99% des cas, l'irritation, elle naît d'une infraction au code de la route. Quand un automobiliste frôle un cycliste, oui, il y a une infraction d'abord. Quand un automobiliste se gare sur une piste cyclable, forcément, c'est une infraction. Ça génère de l'irritation. Et donc, c'est surtout sur le fait d'insister. Si tout le monde respectait davantage le code de la route, il y aurait beaucoup moins d'irritation parmi les différents usagers. Bon, les résultats, c'est plus ou moins toujours les mêmes comportements qui reviennent en premier, notamment le fait de ne pas laisser traverser les piétons lorsqu'ils se présentent sur un passage. Ça, c'est malheureusement un grand classique. Le fait d'ouvrir la portière pour les automobilistes et le fait de se garer sur les pistes cyclables, c'est particulièrement gênant. Donc, c'est toujours les mêmes comportements qui reviennent. Maintenant, un exemple de comportement relativement nouveau, bien que maintenant ça fait quand même plusieurs années, c'est le GSM au volant. Il y a 10 ans, il n'était pas cité parmi les comportements plus irritants. Maintenant, oui, il l'est. Et c'est normal, parce qu'un piéton qui se présente sur un passage et à qui on n'octroie pas la priorité parce que le conducteur est au GSM au volant, c'est non seulement dangereux, évidemment, mais c'est aussi irritant. Et donc, le GSM est irritant, pas que pour les autres automobilistes, mais également pour les usagers dits doux. Est-ce que certaines situations conflictuelles peuvent être aussi dues au fait de mal connaître certaines règles ? Oui, tout à fait. Par exemple, la zone avancée, le SAS pour cyclistes, on en voit certains automobilistes qui se mettent dessus. Je pense que la plupart du temps, ils ne se rendent même pas compte pourquoi on a créé ces SAS. Et donc là, il y a un travail d'information à faire. Et donc, oui, on essaye de rappeler régulièrement les règles. Le code de la route a changé 42 fois ces 10 dernières années. Donc, c'est pas évident de suivre et c'est la raison aussi pour laquelle on serait plutôt favorable à ce que, par exemple, lorsque les gens renouvellent leur permis de conduire tous les 10 ans, formule purement administrative pour l'instant, on leur donne un site internet sur l'adresse URL sur laquelle ils peuvent aller pour justement avoir les dernières nouveautés en matière de code de la route, pour se mettre à jour de manière volontaire. C'est en 1968 qu'un premier code de la route a vu le jour en Belgique. À l'époque, l'objectif est de réglementer la circulation des voitures. Aujourd'hui, ce code a évolué, et évolue encore, pour mieux prendre en compte l'ensemble des modes de déplacement. Mais cette transformation reste lente, et l'arrivée de nouveaux engins de déplacement, comme les trottinettes, complique encore la donne. Ce sont de nouveaux modes de transport, et donc le législateur a pris certaines règles, mais
il s'avère qu'elles ne sont pas suffisantes. En d'autres termes, on a un peu l'impression que le législateur a été pris de court par ce nouveau phénomène et maintenant il faut absolument réagir si on ne veut pas avoir un accroissement et du nombre d'accidents impliquant ces trottinettes et en plus davantage d'irritation de la part des autres usagers et des policiers qui sur le terrain en ont parfois un peu marre de voir tous ces utilisateurs transgresser les règles. Ça m'énerve parce que des fois, il y a en plus des trottinettes électriques qui coupent le chemin quand on doit passer. Qui dit respect du code, dit police. La police est effectivement en première ligne lorsqu'il s'agit de faire respecter les règles sur la route. Plusieurs policiers que nous contactons insistent sur l'importance de la sensibilisation, mais aussi sur la formation des usagers et des policiers afin de prévenir le conflit. Notre enquête nous mène jusqu'à la zone de police de Bruxelles-Nord, où on prend la question du code de la route et de l'agressivité routière très au sérieux. Adila Kandaf est inspecteur principal et chef de brigade au sein de cette zone. C'est en visioconférence qu'il répond à nos questions. Sur base d'un sondage qui était mené par notre zone de police. Si vous voyez que la première item qui revient, c'est l'agression dans la circulation, on doit faire quelque chose avec. On ne peut pas négliger cela. Comme chef de brigade, je suis souvent confronté avec des victimes, mais qui ne savent pas très bien est-ce qu'ils peuvent déposer plainte ou est-ce qu'ils ne peuvent pas déposer plainte. Les gens viennent au commissariat, ils disent « Regarde, je viens d'être agressé en rue, je viens d'avoir, par exemple, une personne qui m'a presque heurté, mais il ne l'a pas touché, mais l'agression dans la circulation, il ne s'agit pas uniquement de l'agression physique, donc il s'agit des insultes, même des menaces. Il y a même, par exemple, la conduite dangereuse. À ce moment-là, c'est aux victimes de venir au commissariat et de déposer plainte. Pour cela, ils peuvent utiliser tout ce qu'ils ont. De nos jours, il y a les GSM, les photos pour les prendre les numéros de plaque, il y a les dashcams. Même s'ils n'ont pas de preuves, ils peuvent toujours venir chez nous, ils donnent une déclaration, nous, on va accueillir la victime, on va prendre la plainte, et sur base de la plainte, on va faire une suite enquête. Ça veut dire quoi? Les suites enquêtes, on peut voir les caméras de la zone. Dans notre zone de police, il y a plein de caméras qui enregistrent. Ça pourrait être que suite à cette enquête caméra, on peut avoir la plaque du véhicule qui a commis les faits. Dans notre zone de police, donc, j'ai déjà reçu plusieurs plaintes concernant l'agression dans la circulation. La dernière que j'ai eue, c'était avec des coups et blessures. À ce moment-là, le suspect sera poursuivi pour coups et blessures, mais avec cette circonstance aggravante que ça s'est fait dans la circulation. Et ça pèse dans la punition par après, parce que l'intéressé sera puni sévèrement. Au sein de la zone de police Bruxelles-Nord, on essaie également, dans la mesure du possible, de recontacter les victimes afin de s'enquérir du suivi juridique réservé à leur dossier. Bon, en ce qui nous concerne, ça nous arrive quand même de recevoir des témoignages assez critiques vis-à-vis de l'accueil réservé par certains commissariats. On peut donc se demander si toutes les zones de police en Belgique accueillent les victimes avec le même sérieux. Adila Kandaf nous explique pourtant qu'une directive du ministre de la Justice, datée du 20 juillet 2000, réclame qu'une attention accrue soit portée aux cas d'agression dans la circulation. Et cette attention, elle concerne tant les forces de police que le parquet. Justement, on vous propose d'aller voir ce qui se passe du côté de la justice. Prenons un exemple. Un cycliste, on va dire, brûle un feu rouge et heurte un piéton. S'ensuit une altercation, des injures, éventuellement quelques coups. Le dossier atterrit sur la table du parquet. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Nous contactons à ce sujet le juge Frédéric Carpentier, qui siège au tribunal de police francophone de Bruxelles. Dans la pratique, le parquet scinde les dossiers et renvoie les infractions de la compétence du tribunal correctionnel devant le tribunal correctionnel, qui connaîtra par exemple de l'infraction d'injure, de menace ou d'entrave méchante, et les autres infractions renvoyées devant le tribunal de police, qui connaîtra donc du fait d'avoir brûlé un feu rouge ou d'avoir roulé à une vitesse inadaptée. Et lorsque les dossiers sont scindés, est-ce que un tribunal est au courant en fait que le dossier est scindé et qu'il y a une autre partie du dossier qui se situe dans un autre tribunal? En général, il l'est. Assez curieusement, dans les dossiers, ça n'apparaît pas.
mais l'avocat de la personne poursuivie, évidemment, va le signaler et va d'ailleurs généralement demander à ce que le tribunal de police de Bruxelles, qui est plus rapide dans le traitement des dossiers que le tribunal correctionnel, attende avant de statuer, de connaître la sanction du tribunal correctionnel. Les faits étant liés, il peut tenir compte de la gravité de la sanction, de l'importance de la sanction prononcée par l'un tribunal pour modérer sa sanction dans le cadre de la seconde procédure. En tant que juge, est-ce que ça vous arrive parfois de renvoyer des contrevenants vers une peine alternative, comme une formation par exemple à l'agressivité ? Oui, donc effectivement, la loi prévoit la possibilité pour un juge qui souhaite par exemple adoucir une peine ou prononcer une peine plus appropriée à la personne qui se trouve devant lui, de prononcer ce qu'on appelle des peines alternatives. En matière de circulation autoroutière, la peine alternative la plus utile est très souvent une formation. Module agressivité, module alcool et module général. Le juge de police en prononce très souvent, c'est dans le cadre de soit d'un sursis, soit d'une suspension probatoire. Donc le sursis, je crois que tout le monde sait ce que c'est quelqu'un est condamné à une déchéance ou à une peine d'amende, mais il ne doit pas payer son amende pendant un certain délai s'il ne commet pas de nouvelles infractions. Et la suspension, c'est encore plus favorable au prévenu. Le juge considère que le prévenu est coupable, mais il ne prononce pas, il suspend le prononcé de son jugement. L'avantage, c'est que ça n'apparaît pas au casier judiciaire du prévenu. Très intéressant, par exemple, pour un jeune automobiliste qui est en recherche d'emploi, qui n'a pas envie de devoir montrer à son éventuel futur employeur qu'il a été condamné, par exemple, pour une prévention d'imprégnation alcoolique ou de délit de fuite. Pour ces deux raisons, utilité pour la société, former des jeunes conducteurs plus responsables, et utilité pour le jeune conducteur lui-même pour ne pas entraver son avenir, c'est plutôt pour ce type de délinquant-là qu'on prononce ces formations. Si je vois dans un casier judiciaire qu'un délinquant, même jeune délinquant, a déjà bénéficié de ce type de mesures de faveur, que ce soit une peine de travail, que ce soit une formation, et qu'il se retrouve devant vous, c'est qu'on part du principe que cette peine n'a pas été efficace, n'a pas été suivie de l'effet voulu, à savoir notamment préserver la société et espérer une absence de récidive. Donc, si quelqu'un en a déjà bénéficié, on est beaucoup plus réticent à lui donner une seconde fois cette faveur. Dans les faits, on constate que notre association est parfois interpellée concernant des dossiers d'agression qui sont classés sans suite, parfois même en cas de lésion corporelle ou vraiment d'agression volontaire. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela ? Mais l'encombrement, je pense qu'il n'y a pas assez de juges, la justice est sous-financée, donc il n'y a pas assez de juges, pas assez de greffiers, pas assez d'audience donc. Et si c'est pour citer des dossiers qu'on pourra de toute façon pas traiter au niveau du tribunal, je crois que la politique du parquet est effectivement de classer peut-être trop rapidement certains types de dossiers. Des faits d'agression volontaire, c'est qu'il n'y a pas eu de blessures très graves. Pour les auteurs des faits, est-ce qu'on peut parler d'impunité ? Ah oui, s'il y a un classement sans suite et que ça s'arrête là, c'est une forme d'impunité, oui. Oui, regrettable, mais qui s'explique, je vous dis, par un manque de moyens et de possibilités de poursuivre tout le monde. Et donc le parquet doit faire un choix. Et le parquet classe régulièrement sans suite les dossiers. Et quand on voit les motivations des classements sans suite, ça fait exactement deux mots. C'est autre priorité, priorité à la voie civile, absence de preuves, auteur inconnu. Donc il y a une sorte de motivation type très succincte, pas du tout motivée. Et donc effectivement, la grande majorité des dossiers, des plaintes sont classées sans suite. Donc si on comprend bien, depuis 2000 déjà, on a une directive qui encourage les forces de l'ordre et la justice à prêter davantage d'attention au problème de l'agressivité routière. Mais au final, le système judiciaire n'a pas les moyens de traiter tous les dossiers que les zones de police lui transmettent. Visiblement, il y a un grain de sable dans la mécanique. Finalement, l'idéal pour tout le monde, c'est qu'il n'y ait pas de victimes. Et donc de prévenir tout ce qui est susceptible de générer des tensions sur la route. Ce qui nous ramène à notre propos initial de respect du code. Alors, derrière une infraction, il peut y avoir plein de motifs différents. Bien sûr, il y a les cow-boys de la route. Mais à côté, il y a aussi parfois des gens qui cherchent à se mettre en sécurité, ou encore des personnes qui ignorent qu'elles enfreignent le code. Ce qui peut aussi s'expliquer par une mauvaise organisation de l'espace public. En fait, plus l'espace public est adapté à un mode de déplacement, plus il va être évident, pour les utilisateurs de ce mode, de circuler en respectant les règles. Et ça, c'est clairement démontré par une enquête danoise qui tord un peu le cou à l'image du cycliste hors la loi.
Elle montre que 14% des cyclistes enfreignent le code de la route, mais que ce pourcentage tombe à moins de 5% lorsqu'ils circulent sur des infrastructures adaptées. Dans le prochain et dernier épisode de La Guerre des modes, c'est donc d'urbanisme et de transformation de l'espace public dont il sera question. Et c'est sur les conseils du jour que s'achève cet épisode. Merci pour votre écoute. Un petit conseil, c'est beaucoup de bienveillance envers les autres usagers, que ce soit piétons, voitures, vélos, tout mode de transport, et respecter le code de la route, tout simplement. J'ai pas la solution, c'est pour ça que je prends les transports publics. Ce podcast est réalisé dans la bonne humeur par le GRAC Les Cyclistes Quotidiens et produit par Twins Audio, avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la région de Bruxelles-Capitale et de la Wallonie.